On devrait pouvoir tolérer les opinions de tout le monde, ce qui, d'un point de vue juridique, est bien, mais on confond la liberté et la vérité. Mais précisément, j'avais fait un genre de démonstration à une élève l'année dernière. Je lui avais montré un truc quand même un peu béton, du genre 2 + 2 = 4. À la fin, elle me regarde avec un grand sourire en me disant « D'accord, mais si j'ai envie de penser le contraire, là, on peut plus faire grand-chose. » Elle a le droit, oui, mais c'est pas pour ça qu'elle a raison. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Gilles Verviche. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Alors vous êtes prof de philo, auteur de livres, père de 2 enfants, marié, Gémeaux. Voilà. Et vous vous êtes lancé aujourd'hui dans le stand-up philosophique. Voilà. Encouragé par Pascal Légitimus dans un spectacle qui s'appelait « Êtes-vous sûr d'avoir raison ?» C'est devenu un livre qui vient de sortir aux éditions Flammarion. Tout à fait. Ça va, ça vous va pour la présentation ? C'est très bien. Est-ce que c'est vous tout ça ? Bah oui, enfin c'est moi. Gémeaux, c'est pas comme ça que je me présente toujours. Disons que ça compte. Vous dites que c'est important. Un jour, vous rencontrez une femme qui était pleine de raison et subitement qui vous balance dans la conversation. Et toi, t'es quoi comme signe ? Bah, je parle un peu de l'inverse en fait dans le livre, de gens qui posent des questions, qui se montrent sceptiques. J'avais une collègue comme ça qui était très sceptique face à la science, notamment avec tous les débats sur le Covid là, et qui me dit par contre t'es Gémeaux. Et c'est celle-là, je parlais d'elle. Voilà, et elle croyait. T'es comme moi. Voilà, elle parlait t'es comme moi. On est Gémeaux, donc voilà. Donc elle croit pas les preuves scientifiques, mais par contre tout ce qui est astrologie, horoscope, ça, elle y croit à fond. Voilà. C'est du dur ça. Donc voilà, donc elle met son scepticisme où elle veut quoi. Voilà. Tiens, définition du scepticisme. Qu'est-ce que c'est que le scepticisme ? Quelqu'un de sceptique, par exemple, quelqu'un qui est climato-sceptique. Est-ce que vous acceptez le mot ? J'accepte pas le mot, moi, en fait. Enfin, j'accepte pas. Je suis pas là pour. Non, mais je suis pas censeur. Pourquoi il est incorrect ? Alors moi, je dirais climato-négationniste plutôt. Même si le terme négationniste est un peu connoté, c'est pas terrible. Mais disons que le sceptique, c'est celui qui doute. Hein, donc c'est celui qui doute. Les sceptiques, c'est une école philosophique de l'Antiquité. Donc douter, ça veut dire que ni je dis que c'est vrai, ni je dis que c'est faux. Je suis dans le doute. Voilà. Par exemple, dans la religion, ça correspond un peu à ce qu'on appelle l'agnosticisme. Hein, celui qui pense. Qui ne sait pas si Dieu existe ou pas, donc là je ne sais pas si c'est vrai ou pas, d'accord ? Donc d'abord le climato-sceptique, il doute pas vraiment parce qu'en fait il ne croit pas en fait dans ce qu'on dit sur le réchauffement climatique, et je dis qu'il est négationniste moi parce que c'est les faits qui nient. Voilà, par exemple on peut parler, je distingue avec l'eurosceptique, donc quand on parle d'eurosceptique, c'est une question de valeur. Voilà, savoir si l'Europe est bénéfique ou pas à la France en général et à chacun en particulier, ça se discute, c'est des valeurs, pourquoi pas, on peut vouloir un autre modèle. Mais là, climato-sceptique, c'est dire je ne crois pas qu'il y a un réchauffement climatique. Donc là, c'est pour ça qu'on nie simplement les faits. Donc c'est pas du scepticisme, hein, on nie des données. Voilà, je vais pas me faire des copains, je sais, en disant ça. Vous n'allez pas vous faire de copains, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, hein, je suis pas là pour ça. On est là pour expliquer, pour philosopher. D'ailleurs, philosopher, c'est penser par soi-même. Oui, c'est ça. Alors après, la question, c'est de savoir ce que ça veut dire de penser par soi-même, parce que justement, encore une fois, à l'époque du Covid, qui n'est pas toujours fini, beaucoup de gens se disaient « Moi, je doute de ce qu'on me raconte, j'ai décidé de faire mes propres recherches ». Et le problème, c'est que ça dépend où on les fait, ses propres recherches, et comment, et c'est pas parce qu'on fait ses propres recherches qu'on pense par soi-même. Voilà, la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire penser par soi-même, dans quelle mesure on n'est pas influencé par l'extérieur, à commencer par l'éducation qu'on a reçue, etc., quoi. Donc c'est un peu déconstruire. C'est pour ça que le doute, le scepticisme, la question êtes-vous sûr d'avoir raison, c'est quand même, ça me paraît être un bon point de départ pour philosopher, quoi. Oui, et puis il y a ceux qui vivent avec des j'ai toujours raison. Voilà. Ou qui eux-mêmes ont peut-être toujours raison. Est-ce que c'est la bonne question finalement à se poser, êtes-vous sûr d'avoir raison ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un bon point de départ philosophique, parce que c'est quand même les certitudes et être certain d'avoir raison qui nous empêchent un peu déjà de progresser, de découvrir des choses, de rechercher un peu la vérité. Je veux dire, quand on est sûr de soi, on n'est pas prêt à changer. Vous savez, on dit qu'il y a les imbéciles qui changent pas d'avis, par exemple. Voilà, donc voilà. Vous savez pas que l'étymologie de philosophie, c'est l'amour de la sagesse ou le désir, l'aspiration à la sagesse, ce qui suppose qu'au départ, je pense que je ne le sais pas, quoi. Hein. C'est encore la fameuse phrase de Socrate, je sais que je ne sais rien. Donc, effectivement, ça correspond assez bien à l'attitude philosophique de départ, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir 3 mots ?
opinion, croyance et certitude. Oh. On se croirait en cours de philo. Vous voulez pas ? Ah oui, je veux bien, moi. Effectivement. Alors, les opinions, croyances, certitudes, en fait, les trois ont pour point commun d'être quand on pense que quelque chose est vrai. Enfin, avoir un avis, voilà. Donc, on peut avoir une opinion, une croyance, une certitude. Après, ils se distinguent par leur degré de vérité. Voilà. Quand on est dans l'opinion, normalement, on est dans moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir raison, et en plus, j'ai pas vraiment les moyens de vous le dire. Donc, c'est mon opinion. Vous pouvez avoir la vôtre. Voilà. La croyance, on n'a pas les moyens de la prouver. En revanche, soi-même, on est assez persuadé. Hein. On parle en général de la foi, par exemple religieuse. On est dans la croyance. J'y crois dur comme fer, voilà. Et puis la certitude, c'est non seulement je suis certain, je suis sûr d'avoir raison, mais en plus j'ai les moyens, j'ai les preuves pour le montrer, voilà. Alors le petit problème, c'est de distinguer les deux, quoi, voilà, parce que souvent des croyances et même des opinions, en fait, deviennent des certitudes, et je peux être sûr d'avoir raison et me tromper. Voilà, tout le problème en philosophie, c'est de distinguer un peu les trois. Alors, voilà. Vous, par exemple, vous êtes dans quelle case ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est certain d'avoir raison, qui est sûr d'avoir raison ? Non. Rarement. Je doute d'ailleurs un peu de moi-même. Voilà. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Hein. Voilà, je l'ai d'ailleurs. Voilà. Après, bon, effectivement, il y a des choses un peu de fait, justement, éventuellement scientifiques. Voilà, si par exemple, moi qui viens de Rouen, si on me demande où se trouve la cathédrale de Rouen, où se trouve la cathédrale peinte par Monet, par exemple, je vais dire de Rouen, puisque je le sais, je l'ai appris, et puis je l'ai vu, etc. Donc là, il y a effectivement un certain nombre de choses dont je peux être sûr. Voilà, on est plutôt dans les faits. Mais notamment sur les questions philosophiques, qui sont pas des questions de faits, ni même scientifiques, mais plutôt des questions de valeur, hein, le bien, le mal, des choses comme ça. Là, il paraît un peu plus difficile d'être sûr d'avoir raison. Maintenant, je pense qu'on peut quand même discuter, puis essayer de se mettre d'accord. Voilà, comme je le dis un peu dans le livre et dans le spectacle, de manière un peu humoristique, il y a des limites quand même au doute. Voilà, quand le prof de maths corrige l'exercice au tableau qui dit 2 plus 2 égale 4, les élèves en général disent pas chacun son opinion, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Monsieur, discutons pour confronter nos points de vue, donc il doit y avoir des points sur lesquels on peut s'entendre. Mais admettons que quelqu'un arrive en disant non, 2 plus 2 ça fait 5. Oui, ça m'arrive en cours, ça m'est arrivé en cours. Hein. Enfin, j'avais avec à un moment on peut plus discuter, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire le refuge aujourd'hui, c'est un peu ça. Au nom de la liberté de penser, on devrait pouvoir tolérer les opinions de tout le monde, ce qui, d'un point de vue juridique, est bien, d'un point de vue, mais on confond la liberté et la vérité. Voilà. Mais précisément, j'avais fait un genre de démonstration à une élève l'année dernière. Je sais plus de quoi je parlais. Enfin, je lui avais montré un truc quand même un peu béton, du genre 2 plus 2 égale 4. À la fin, elle me regarde avec un grand sourire en me disant d'accord, mais si j'ai envie de penser le contraire. Alors voilà, là on peut plus faire grand-chose. Voilà, puisque même les conclusions. Alors il y avait des mais elle avait le droit. Elle a le droit, oui, mais c'est pas pour ça qu'elle a raison. Voilà, elle a le droit d'un point de vue juridique, mais peut-être pas d'un point de vue scientifique. Voilà, je dirais. C'est tout le débat. Ouais. Vous aviez laissé un sujet de dissertation à vos élèves. Peut-on être méchant et heureux ? Oui. Ça paraît. Beaucoup de gens pensent qu'on peut pas être les deux. Ah, j'adore ce sujet. Moi. J'adore. Je le donne assez régulièrement. Oui, pourquoi ? Pourquoi on pense qu'on peut pas être les deux ? C'est assez étrange, hein, parce que. Bon, d'abord, comme je le dis dans mon spectacle et dans mon livre, peut-on être méchant et heureux ? La réponse est oui, bien sûr. A priori, il n'y a pas de raison pour... voilà. Mais le problème, c'est que ça nous paraît pas juste, en fait, dans le fond, que quelqu'un, d'abord, qui soit méchant, soit heureux, finisse bien. C'est ce que nous apprennent les contes de fées, hein, depuis qu'on est tout petit. C'est que le crime ne paie pas, que quand on est méchant, on finit mal. Mais en fait, ça, c'est pour nous faire la morale. Hein, c'est pour nous dire... c'est pas pour nous dire c'est mal parce que c'est mal, c'est pour nous dire c'est mal parce que tu vas t'en mordre les doigts, tu vas en souffrir, voilà. Et puis du coup, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un discours qui va un peu dans ce sens-là, ce qu'on trouve dans le développement personnel notamment, où on essaye de nous expliquer que les gens les plus heureux ou qui réussissent leur vie sont des gens bien. Voilà. Par exemple, vous avez souvent des mèmes qui traînent sur les réseaux sociaux et qui vous disent les habitudes des gens qui réussissent, ils ne veulent pas écraser les autres, ils lisent au lieu de regarder la télé, etc., etc. Puis en fait, on se rend compte que voilà, on aimerait bien qu'il y ait un rapport entre la morale et le bonheur, parce que c'est un modèle de vie qu'on préfère, mais on peut être méchant et heureux. Méchant et heureux, tout à fait. Mais c'est pas bien. Alors, est-ce que tout le monde pense avoir raison ?
Est-ce que tout le monde pense avoir raison? Je sais pas, faudrait demander à tout le monde. Est-ce que tout le monde pense Alors oui, quand même. Je pense que tout le monde pense avoir raison. Alors après, ça dépend sur quel sujet, mais de manière générale, c'est un peu ce que j'explique. Évidemment, c'est une histoire de repères, de référentiels. Voilà, il se trouve que chacun de nous est le héros de sa propre histoire. Voilà, moi, vous, chacun a son point de vue. Les autres sont des seconds rôles et des figurants. Le héros de l'histoire, c'est moi. Voilà, donc forcément, je pense toujours que mon point de vue est le meilleur. Moi, je prends l'exemple sur la route, voilà. Mais le meilleur, est-ce que ça veut dire avoir raison? Alors, le meilleur, non, mais c'est-à-dire que s'il y a des points de vue qui se distinguent, qui diffèrent, alors c'est moi qui ai raison. Oui, parce que en fait, avoir raison, c'est une histoire de comparatif. Comme je le dis à un moment, on a forcément raison contre quelqu'un. Voilà, avoir raison, c'est pas simplement détenir la vérité, c'est avoir plus raison qu'un autre. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que l'autre a tort? Voilà, c'est ça. Et on a d'autant plus raison que l'autre a tort. Ce qui fait que certaines personnes ont l'esprit de contradiction. C'est-à-dire, ils vont dire le contraire de l'autre, même si ils sentent vaguement qu'il a raison, parce que dire tu as raison, c'est l'impression que je me soumets un peu à la volonté de l'autre. Donc, oui, il y a quelque chose, il y a un genre de combat là-dedans, et de se sentir supérieur parce qu'on l'emporte sur l'autre. Voilà. Ouais. Avoir le dernier mot. Finalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça qui est beau. Même si on sait qu'on a tort. Voilà, il y a un philosophe Hobbes en anglais qui dit comme ça que ce qui mène le monde à peu près, c'est l'orgueil ou la vanité, et que effectivement, si on se dispute, si on rit des autres, voilà, beaucoup de choses s'expliquent en fait par le fait de vouloir se sentir supérieur. Et comme je le dis, par exemple, on a beaucoup plus de plaisir à dire du mal des gens qu'on n'aime pas que de dire du bien des gens qu'on aime. C'est bien de dire du bien des gens qu'on aime, hein. L'abbé Pierre, c'est super, mais n'empêche qu'on aime bien dire du mal, parce que les gens qu'on admire, ils nous font sentir un peu inférieurs, alors que les gens qu'on n'aime pas, ils nous font nous sentir supérieurs, donc on aime bien dire du mal quand même. Et vous dites que ça fait du bien. Voilà, parce que ça satisfait l'ego. Alors, nos certitudes, elles viennent d'où, finalement? Ce dont on est certain, ça vient d'où? On l'a lu dans des livres, on l'a... J'ai l'impression de passer une interro du bac. Moi j'ai lu votre livre, mais maintenant, si vous voulez, on peut parler de... Alors, si vous voulez, on peut parler d'autre chose. Mais non, pas du tout. On peut parler d'Enghien-les-Bains, si vous voulez. Du casino, par exemple. Dont l'entrée est payante, c'est un scandale. Mais effectivement... Ouais. Le week-end, en tout cas, c'est payant. Donc les gens viennent dépenser leur argent, et pour rentrer dépenser leur argent, il faut qu'ils payent en plus l'entrée. Bref. Alors nos certitudes, par exemple, dire voilà, moi, le wokisme, je suis pour. Voilà. C'est un exemple que vous prenez parce que alors en ce moment à la radio, du wokisme, il y en a partout. Ah oui. Alors du wokisme, du pour et du contre. Alors d'où viennent nos certitudes? Alors je dirais qu'essentiellement, c'est pas un scoop non plus, ça nous vient de notre éducation, de notre plus tendre enfance, notre éducation qui implique de manière générale plus largement notre culture, hein, voilà. Et comme je le dis, effectivement, il y a fort à parier que si on était né ailleurs, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on aurait sans doute d'autres croyances religieuses, d'autres valeurs morales et d'autres convictions d'un point de vue scientifique, etc. Et pourquoi on est sûr d'avoir raison, c'est que le problème, c'est qu'à force, ça a fini par s'ancrer en nous, et que chacun est habitué à ses propres idées, et que ses propres idées le définissent. Voilà. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à admettre qu'on a tort, parce que si c'est admettre que j'ai tort, j'en parlais tout à l'heure sur 2 plus 2 égale 4, c'est pas grave. Si 2 plus 2 égale 5, on comptera autrement. En revanche, si on me montre que j'ai tort sur des questions morales ou religieuses ou des choses comme ça commence à remettre en question ce que je suis, qui je suis, et c'est pour ça que c'est pas facile. Voilà, mes opinions me définissent. Il y a un philosophe Bergson qui dit ça comme ça, qui dit que finalement, si je suis pro-wokiste, par exemple, si je suis pour ou contre. Alors en général, déjà, faut le définir, parce que souvent les gens qui vous disent qu'ils sont pour ou contre quelque chose, ils savent même pas de quoi ils parlent. Alors, surtout, j'allais le dire, le terme de wokisme est déjà péjoratif en fait. C'est un terme un peu fourre-tout, comme islamo-gauchiste ou complotiste ou fasciste. C'est des termes en fait qui veulent pas dire grand-chose, qui veulent juste discréditer l'interlocuteur avant même d'avoir engagé la conversation. Donc quand on dit wokiste, on sait tout de suite qu'on critique. Voilà. Alors au départ, comme je le raconte un peu dans le livre, et puis il va raconter l'histoire de la naissance du mot. Voilà, c'était en fait donc le terme vient de l'anglais, woke, qui veut dire éveillé, et au départ c'était plutôt l'éveil des consciences chez les Noirs américains des injustices dont ils avaient été victimes. Et après ça s'est étendu à toutes les minorités qui ont été plus ou moins injustement traitées par la soi-disant majorité hommes blancs hétérosexuels, même si en fait c'est un groupe qui est pas plus majoritaire que les autres, mais
disons, qui les dominent. Voilà. Alors, voilà. Donc, si c'est la lutte contre les discriminations, c'est très bien. Après, ce que certains dénoncent dans le wokisme, c'est le revendication identitaire, etc. Alors, ça double problème. C'est pourquoi est-ce qu'on est pour ou contre tout ce que vous voulez, hein, wokisme, féminisme, religion, morale. Alors, en ce moment, il y a aussi l'éducation bienveillante. Oui, voilà, la bienveillance, on en meurt un peu aussi. Moi qui suis prof, effectivement, voilà. En fait, pourquoi Bergson explique ça. Il dit pourquoi est-ce qu'on on adhère à une opinion. Il dit on le fait souvent de manière spontanée. Vous savez, quand on discute, en général, on va donner des arguments. Mais comme je le dis dans le livre et dans le spectacle, soyons honnêtes, c'est pas ces arguments-là qui moi m'ont convaincu. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis en train de les inventer au fur et à mesure pour répondre aux objections qu'on me fait. Donc c'est pas pour ça en fait. Mais il dit c'est spontané parce qu'en fait j'y ai reconnu quelque chose de moi. Ça me ressemble. Si quelqu'un est sûr est spontanément pro ou anti woke ou pro ou anti tout ce que vous voulez, c'est parce que ça correspond à l'ensemble de sa personnalité. C'est pour ça que spontanément il va y adhérer. C'est pas pour des questions rationnelles en fait. C'est parce que ça répond et ça correspond à la question qui suis-je. Un peu de philosophie ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM avec mon invité Gilles Verviche. Il est professeur de philosophie mais maintenant il fait du stand-up. Voilà. C'est venu comment cette idée de faire du stand-up ? Ça vient de loin. J'ai toujours aimé... ça fait idiot de dire j'adore l'humour, mais voilà, c'est-à-dire que mes cours que je fais depuis 20 ans, sur 2 heures de cours, je fais toujours un quart d'heure de sketch. D'abord parce que ça permet effectivement de retenir l'attention des élèves. Ensuite parce que moi, dès que je me rends compte qu'il y a un paradoxe philosophique, ça me fait rigoler. Et en tordant les situations, ça fait des choses assez marrantes. Et à force de faire des cours et d'écrire des livres qui vont toujours un peu dans la veine humoristique, je me suis dit pourquoi pas passer le pas. Et plutôt que de faire de l'humour un moyen pour la philo, je vais te faire de la philo un moyen pour l'humour et faire et puis j'avais fait il y a 10 ans une conférence TEDx, je sais pas si vous connaissez, c'est micro-tête à la Steve Jobs. Non mais ils me respectent pas du tout. Voilà. Non mais alors là des gens mais comment ils ne me respectent pas? Je suis pas un geek, mais je peux dire que j'ai dû regarder le TEDx avant vous. Voilà. Et ben moi je l'ai fait. Alors ouais, vous avez fait? Oui, j'ai fait un Où ça, vous êtes allé où? À Nantes? Non. Vous êtes allé où? À Paris. À Paris, ouais. TEDx Concorde en 2012, j'avais fait sur la diversité. D'accord. Et donc j'avais fait, je m'étais rendu compte qu'en 12 minutes, j'aimais bien être sur scène et faire rire, en même temps faire réfléchir. Et donc voilà. Donc ça fait un moment. J'avais effectivement rencontré un peu par hasard Pascal Légitimus. Il y a une petite dizaine d'années, en fait, il avait acheté par hasard un de mes livres. Il avait trouvé ça plutôt drôle et c'est lui, pour tout dire, qui m'avait contacté via un réseau social parce qu'il voulait qu'on en parle. Et l'idée nous est venue ensemble que je m'écrive quelque chose pour monter sur scène. Voilà. Donc ça fait une petite dizaine d'années que j'y pense. Déjà. Voilà. Bon, est-ce qu'on est sûr d'avoir raison quand on a la réponse et qu'on a la preuve ? Normalement, il faut avoir la preuve pour ça. Alors oui et non. En fait, alors ce que je dis à la fois dans le spectacle, quand je parle justement du complotisme, mais tout le monde va me taper dessus. Un complotiste aujourd'hui, c'est celui qui pense pas comme toi. Mais effectivement, théoriquement, on peut être sûr d'avoir raison une fois qu'on a des preuves. Voilà. Voilà. Le problème, d'abord, c'est que effectivement, quand on est sûr d'avoir raison, c'est l'inverse. On va refuser toutes les preuves qui vont aller contre ce que j'essaye de montrer. Et puis quelque chose dont je parle pas, par contre, mais j'y pense là à l'occasion de la question, les scientifiques qui ont des preuves sont ceux qui sont le moins sûrs d'avoir raison en fait. C'est-à-dire qu'un scientifique, justement, si sa discipline progresse, c'est parce qu'il est prêt, lui, il présente les preuves, voilà, et il dit bon bah maintenant open bar, vous pouvez toujours essayer d'en discuter. Donc en fait. Alors comment on appelle cet effet ? Parce qu'il y a l'effet inverse qui dit que moins on sait de choses et plus on est sûr d'avoir raison. Voilà, l'effet Dunning-Kruger. Voilà, l'effet Dunning-Kruger. Donc, Étienne Klein en parle assez régulièrement. Donc, c'est de 2 sociologues qui ont montré que, effectivement, c'est pas un scoop en même temps. C'est-à-dire, on est d'autant plus sûr d'avoir raison qu'on est incompétent. C'est l'inverse un peu du syndrome de l'imposteur. Voilà. Pour la bonne raison que quand on n'y connaît rien, on ne mesure pas l'abysse d'ignorance qu'on a sur le sujet. Voilà, d'où des gens... Non, mais quand ils ont pensé, c'est quand même fou que des gens qui n'ont jamais suivi 1 minute de cours de médecine dans leur vie puissent dire face à un médecin, je suis pas médecin, mais j'aimerais quand même bien vous répondre. Voilà, je veux dire, chacun ici qui a sa spécialité, qui nous écoute, je sais pas ce que font les gens, s'ils sont chauffeurs de bus, profs, infirmières, pompiers...
plombier serrurier, mais les gens qui ont un métier savent qu'il y a un certain nombre de savoirs et de savoir-faire à maîtriser. Et sans doute que moi, par exemple, il ne me viendrait pas à l'idée de remplacer quelqu'un pour réparer un ordinateur. J'y connais rien. Voilà. Alors, comment imaginer à propos de certaines questions qu'en n'y connaissant rien, on pourrait, comme ça, avoir un avis plus éclairé que l'autre. Voilà, ça paraît un petit peu fou. Alors, on peut ne pas avoir un avis plus éclairé, mais on peut au moins avoir un avis. Oui, alors pas sur les faits, mais plutôt sur les valeurs. Mais il faut remarquer que c'est un avis. Moi, ce qui m'énerve, en tout cas, ce que je pointe, c'est le nivellement de tout. Voilà, c'est-à-dire que tout vaut tout, rien ne vaut rien. C'est un philosophe anglais, Bertrand Russell, disait il y a 100 ans, il est très marrant d'ailleurs, faut le lire, il est très très rigolo. Faudrait que je vous lise des passages d'un anglais avec un flegme. La prochaine fois. Britannique. Next time, on fait du Bertrand Russell. Voilà, lisez notamment l'éloge de l'oisiveté. C'est vraiment génial. Voilà. Et donc Bertrand Russell disait il y a 100 ans, pour la science, on admet qu'il faut des preuves, alors que pour ce qui est de la religion, on est prêt à se faire sauter pour imposer sa vérité aux autres. Voilà, il distingue. C'était une époque où on distinguait un peu science et religion, croyance et opinion. Aujourd'hui, vous posiez la question tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on fait plus la différence en fait entre certitude, croyance, opinion, et qu'une opinion peut remettre en question une certitude scientifique qui a mis 10 ans, sinon 150 à s'établir, quoi. Voilà. Comment et quelles sont les raisons qui expliquent qu'on est certain d'avoir raison? Il y a ce qu'on appelle un biais. Oui. C'est quoi ce biais? Alors, il y en a plein. Il y a des biais. Voilà. Il y en a plein des biais. Voilà. Alors, c'est moi qui ai un peu insisté parce qu'il y a plein de biais qui expliquent. Alors, les biais, donc, c'est un peu le terme à la mode chez les psychologues. On appelle ça un biais cognitif. Alors, les biais cognitifs, c'est en fait les lois de la pensée qui font qu'on pense mal. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on est quelqu'un de mal, c'est parce que la pensée fonctionne comme ça. Donc, en s'en rendant compte, déjà, on y arrive un peu un peu mieux. Alors, le biais, il y en a pas mal. Moi, je dirais que c'est déjà... j'en parlais tout à l'heure, l'orgueil, mais enfin, vous en avez peut-être souligné un autre, c'est-à-dire que forcément, ça met en valeur d'avoir raison plutôt que pas. Je pense à un autre que sur lequel j'avais insisté. Qu'est-ce que... Si vous le revient avant 10h, on le prendra avant 10h. Voilà. Mais finalement, la question, c'est est-ce que vous préférez être heureux ou avoir raison? Alors, dans votre livre, est-ce que vous préférez être vivant qu'avoir raison? Alors moi, je préfère être vivant qu'avoir raison, oui, parce que c'est ce que je pose la question. Quand on dit êtes-vous sûr d'avoir raison, etc., les gens s'accrochent. Pourquoi les gens veulent avoir raison en général? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu humiliant de s'entendre dire qu'on a tort, mais effectivement... j'avais fait une petite vidéo YouTube comme ça où je demandais de quoi protège le passage protégé. Voilà. Alors je dis en quoi des lignes blanches par terre peuvent me protéger d'un camion s'il me fonce dessus. De rien du tout. Le camion va m'écraser. Et une fois, j'avais vu une dame qui manquait de se faire écraser par une voiture qui crie « Eh oh, le piéton est prioritaire !» Voilà. Je dis « Et alors ?» Et ben alors, ça veut dire que si tu te fais écraser, c'est toi qui avais le droit de passer. Ça veut dire que si t'es mort, t'avais raison. Donc moi, je préfère laisser la voiture passer, même si elle est dans son tort juridique, et parce que je préfère être en vie qu'avoir raison. Parfois, avoir raison, ça sert à rien. Voilà. Vous êtes un suiviste, en fait. Non, je suis pas un suiviste. Alors ça, j'en parle aussi pour le biais cognitif des suivistes. Voilà, c'est-à-dire suiviste ou conformiste, c'est-à-dire ce qui consiste à dire ou penser ou faire comme tout le monde pour pas se faire remarquer et parce qu'on réfléchit pas en fait. Je suis pas un suiviste alors je peux être suiviste des fois, je vais pas être le premier à sortir d'une file d'attente là en ce moment avec les guerres de l'essence actuelle. Il y a des scènes apparemment de guerre mais donc dans ces situations là peut-être pas. Par contre pour ce qui est de la pensée, je pense pas être un suiviste puisque je passe un peu mon temps alors à me remettre en question quand même aussi, voilà, et à remettre les choses en question, voilà. C'est un peu comme ça que je distingue justement le sceptique du complotiste, c'est que le complotiste doute surtout des autres, le sceptique il doute d'abord de lui-même, et le philosophe aussi, voilà, je pense. Est-ce que ça veut dire que si on a une pensée originale, ou qu'on est le seul à penser quelque chose, est-ce qu'on est sûr d'avoir tort ? Alors, au contraire, voilà, ça c'est vraiment un trait qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de se demander si la majorité ou l'unanimité était un moyen de savoir qu'on avait raison. Alors, comme je le dis dans le spectacle et dans le livre, si vous sortez d'un contrôle de maths et que vous demandez aux camarades combien t'as trouvé,
et qu'ils ont tous trouvé autre chose que vous avez des chances d'avoir une mauvaise note. Voilà. Et c'est un peu... Et en même temps, c'est pas parce que on pense la même chose, c'est pas parce qu'on pense tous la même chose qu'on a tous raison. Tous la même chose qu'on a raison. Galilée à son époque avait raison contre tout le monde. Alors je cite dans le spectacle une phrase d'Oscar Wilde, c'est le champion des citations sur les réseaux sociaux, qui dit quand tout le monde est d'accord avec moi, j'ai tendance à penser que j'ai tort. Justement parce qu'il se soupçonne d'être suiviste, d'être conformiste. Voilà. Après, à l'inverse, comme je le dis, c'est pas parce qu'on pense contre tout le monde qu'on a forcément raison. Non plus. Voilà, on peut avoir le sentiment de se dire, vous savez... Mais ça rassure. Ça rassure. Alors les deux peuvent rassurer, je vous dis, les deux. Celui qui a l'esprit de contradiction ou qui traite les autres de moutons. Ah oui, vous pensez tous la même chose, donc ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi. Mais c'est pas parce que moi je suis le seul à penser ce que je pense que j'ai réfléchi. Surtout si je suis tout seul à le penser, justement pour être le seul. Enfin, si c'est par esprit de contradiction ou d'opposition, la question c'est de savoir comment je suis parvenu. Voilà. Si c'est juste par réaction aux autres pour pas faire comme tout le monde, c'est pas une meilleure manière que celui qui est conformiste. Voilà, faut savoir pourquoi tu es parvenu à cette vérité. Voilà. Donc finalement, penser ou pas contre tout le monde, en soi, c'est pas un indice. Alors, on peut changer d'avis dans la vie, mais pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de changer d'avis et de l'admettre ? C'est ce que je vous dis, pour deux raisons. D'abord, parce que changer d'avis sans entendre dire qu'on a tort, ça fait un peu du mal à l'ego déjà. T'as tort, voilà, j'ai tort. Sinon c'est fou, pourquoi les gens s'accrocheraient à ce point-là. Voilà, il y a la fameuse allégorie de la caverne de Platon, qui imagine que des hommes sont prisonniers d'une caverne, et il dit si quelqu'un vient les libérer pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient enfermés depuis la naissance dans une caverne et qu'en fait à l'extérieur il y a une vérité. Il dit ça ferait d'abord mal à tout le monde parce que ça fait mal de te dire t'es dans l'illusion depuis que t'es né. Voilà. Et non, sortez de la caverne. Sortez de la caverne. Moi quand je fais mes cours, j'appelle faire remettre à chacun aux élèves leur certitude en question, j'appelle ça faire sortir les gens de la caverne. Voilà, et c'est pas facile. Donc d'abord une question d'orgueil, de moi, et puis ensuite, comme je l'ai dit en parlant de Bergson tout à l'heure, décidément on en a cité du monde, mais comme ça me définit, comme c'est une partie de moi, ça veut dire que pour certaines de mes idées qui sont assez fondamentales dans ma construction psychologique, ça va demander moi-même de changer. Voilà, je vais pas juste changer une opinion. C'est ma manière à moi de penser, c'est mes convictions qui vont changer. C'est pour ça d'ailleurs que je serais moins sévère vous savez, quand des hommes politiques peuvent changer de bord. Alors peut-être pas tous les matins, voilà, mais on va dire il est pas constant, il a pas de conviction. Mais après tout, c'est pas mal. On dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et si un responsable politique, par exemple, ça serait bien de temps en temps. Oui, mais enfin, ça serait bien qu'il change de bord à un moment donné où il y a rien à gratter. Voilà, oui, ce que je veux dire, c'est changer de bord quand il y a tout à perdre, ça serait intéressant. On est d'accord. Mais évidemment, changer de bord quand on vous appelle à la gamelle, ça n'a pas la même signification. Évidemment, il faut distinguer les causes et les conséquences. Mais par exemple, on voit rarement. Moi, j'aimerais bien voir des fois dans des débats politiques, mais deux politiques qui discutent, puis un qui dit à un moment. C'est vrai, j'avais pas pensé. Un truc un peu honnête. Je n'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Bon, après, il y en a qui sont un peu énervants. Bon bref, non mais je vais pas commencer à faire ça commence à devenir intéressant. Après 30 minutes d'émission. Non mais le fameux allez. Stanislas Guérini qui a un peu tendance toujours à dire oui à tout ce attention, les partis de la majorité, là, il est mollet. On est contrairement à ce que racontent pas mal d'esprits, de mauvais esprits, je pense pas qu'on soit en dictature et c'est agréable et on peut dire un peu ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'il dit Stanislas Guérini? Il sourit souvent et il dit souvent ah oui non mais c'est vrai, vous avez raison, je vais pas. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il a quelqu'un en face de lui pour le contredire, il est toujours d'accord avec celui qui le contredit. Donc à la fin, mais ça c'est une des stratégies. Voilà, donc c'est une stratégie dont parle d'ailleurs Schopenhauer dans un livre que je cite en long, en large et en travers, l'art d'avoir toujours raison. Voilà, Schopenhauer que vous citez beaucoup d'ailleurs. Que je cite beaucoup, voilà, pour différentes raisons. Alors c'est pas un livre sur Schopenhauer non plus, mais effectivement, mais c'est vrai que il y a des choses, mais justement sur la majorité dont on parlait tout à l'heure, il y a un petit paragraphe qui est assez intéressant. Oui, et donc il recense 38 stratagèmes ou procédés comme ça rhétoriques qui permettent de s'en sortir dans les discussions quand on sent qu'on a, parce que l'art d'avoir toujours raison, c'est évidemment humoristique, c'est surtout quand on a tort. Voilà. Donc j'évoque par exemple la diversion. Voilà. C'est-à-dire ça c'est un vieux truc. Voilà la diversion. Pasqua alors c'était vraiment le chef de la diversion. C'était l'écran de fumée. Voilà. Alors là c'est dans une discussion, voilà, mais et comme je dis, ça marche aussi pour les disputes de couple. Voilà. Donc l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, c'est un peu le Kama Sutra des disputes
dispute de couple, pour animer vos soirées d'hiver. Le prof de philo qu'on aurait aimé avoir quand on faisait de la philo, Gilles Verviche est notre invité jusqu'à 10h. Je rappelle que vous publiez, êtes-vous sûr d'avoir raison aux éditions Flammarion. C'est votre spectacle adapté. Oui, alors le spectacle fait 25 pages, le livre 250, donc c'est un bon développement quand même. Mais tout augmente, ça vous a pas échappé voilà. En ce moment. C'est l'inflation. Voilà. Il y a un nouveau métier qui arrive sur les chaînes de télévision et de radio. Alors je sais pas comment on appelle ça, les panélistes, c'est tous ces gens qui sont là pour s'apporter la contradiction. Ouais. Polémistes. Les polémistes, voilà. Panélistes, ça doit avoir à voir avec les sondages peut-être. Ouais, enfin, en fait, les polémistes ont été panélisés puisqu'en fait chacun occupe un poste, un siège, une tendance. Oui. Alors voilà, effectivement, ça montre que la polémique sert à rien. Alors effectivement, je l'évoque, c'est un nouveau métier, polémiste ou éditorialiste. Alors ça vient du grec polémos, qui veut dire la guerre, comme je le dis. Suivez mon regard, je ne vise personne. Son nom est le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut pas dire Zorro, mais il y en a plein d'autres. Voilà, que ça m'étonne toujours, pour pas dire que ça m'amuse, quand on présente quelqu'un en disant le polémiste. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'art de foutre la merde sur n'importe quel sujet. Voilà, ça veut dire que vous pouvez le lancer sur n'importe quoi. De toute façon, il va pas être d'accord, il va prendre un sujet. Ça veut dire que le but, c'est pas de chercher la vérité ou d'éclairer les choses. C'est simplement, je vais prendre n'importe quoi dans le spectacle. Je demande aux gens comme ça, j'essaye de faire le polémiste sur qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner, en essayant d'avoir prévu un peu ce que pouvaient y répondre les gens. Et ça veut dire que le polémiste, c'est sur n'importe quoi, il va pouvoir vous mettre la misère. Mais effectivement, non seulement sur les plateaux télé, mais dans les réseaux sociaux. J'en parle un peu moins, mais je l'ai un peu, évidemment, je m'en suis rendu compte sur certains réseaux sociaux, pour pas citer Twitter, il y a ce qu'on appelle les haters, par exemple. C'est pareil, leur métier, c'est de haïr. Voilà, donc on peut pas s'attendre d'eux qu'ils soient d'accord. Voilà, donc de toute façon, alors ce qui permet d'ailleurs, ce qui d'ailleurs baisse un peu la valeur en fait de la parole, parce que c'est un peu la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Sinon, on va plutôt parler des stoïciens qui disaient si tu te sens insulté par l'autre, c'est pas l'autre qui t'insulte, c'est le jugement que tu portes. T'as qu'à pas te sentir insulté. Voilà, effectivement, quand on voit que quelqu'un devient un professionnel, soit de la haine, soit de la polémique, on se dit de toute façon c'est son fonds de commerce, voilà, et la discussion mène pas à grand chose. Et c'est la question qu'on peut se poser. La polémique, on pourrait penser que ça sert, c'est la confrontation des points de vue qui s'opposent. Est-ce que c'est la confrontation d'idées réellement qui permet de faire avancer le débat ? On pourrait normalement, ça serait, si on avait une certaine éthique de la discussion, je parle pas au point de vue moral, mais au point de vue utilitaire, on pourrait se dire, en confrontant les points de vue, on peut les remettre en question. Mais de toute façon, déjà, un débat d'opinion en général sert rarement à changer d'opinion, puisque chacun vient pour convaincre l'autre. Voilà. Après, si on est un peu honnête, moi je dirais que même si sur le moment on va pas changer d'avis, peut-être qu'après ça va un peu travailler dans la tête, et puis au fur et à mesure, un peu plus tard, il poussera, on peut en planter des graines, voilà. Mais effectivement, les débats d'opinion ont rarement pour but de changer, parce qu'on n'écoute même pas les autres. Alors comme je le dis, sur un réseau social comme Twitter, c'est la haine. Sur Facebook, au contraire, c'est le monde des bisounours. C'est-à-dire que, comme je le dis, si des gens sont pas d'accord avec moi, je les éjecte. Comme ça, je me retrouve avec que des amis qui pensent tous comme moi. Un débat ne fait pas changer d'avis, il fait changer d'amis. Voilà. Et on a vu ça pendant alors aussi bien la campagne présidentielle que le Covid, le nombre de gens qui disent allez-y, ceux qui sont pas d'accord, continuez à me taper dessus et je vous éjecte, et voilà. Et donc les gens en fait se menaçaient de se unfriender, je sais pas quel terme on utilise, mais de se désinscrire des autres. C'est pas du ghosting, ça? Non, alors je sais pas ce que ghosting c'est quoi ? Quand on vous zappe. C'est un peu ça en fait. J'ai des copains qui me disent ça, qui me disent j'ai été bloqué par. Il y en a qui jouent à ça, le troller ou le haters, qui s'amusent en fait à aller chercher des comptes. Alors c'est pour se faire remarquer un peu aussi. On va chercher des comptes de gens qui sont en vue pour aller sur leur fil en essayant de se faire soi-même remarquer. C'est toujours le même but d'avoir son quart d'heure de célébrité et pas tellement de chercher la vérité. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a plus de débats aujourd'hui, moins de débats? Parce qu'il y a quand même plus d'espace de débat, si on regarde bien. Ouais. Et quand on regarde à la radio, à la télévision, ça débat tout le temps. Ouais.
Alors plus ou moins de débats. Alors sur toutes les chaînes, alors le soir, voilà. Tous les soirs, ça débat. Hein. Alors j'y pensais quand vous parliez tout à l'heure des éditorialistes ou des polémistes. En même temps, Pierre Bourdieu avait écrit un petit bouquin sur la télévision dans les années 90 qui était vraiment pas mal, où il disait en fait les journalistes qui sont sur le même plateau, qui ont l'air de débattre ensemble, en fait ils sont d'accord parce qu'ils font partie de toute façon du même milieu socio-culturel et qui sont en fait vous faites votre complotiste. Les mêmes intérêts. Non, je fais mon Bourdieu. Mon sociologue, voilà. Non, mais c'est intéressant effectivement l'histoire du complotiste, voilà. Mais non, parce qu'il suffit de vérifier, voilà. Mais chacun joue un rôle dans ces débats. Il y a plus et pas autant de débats. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est un peu un jeu aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les plateaux. Comme on est de toute façon là pour débattre, hein, c'est toujours face à face, débat, je sais pas, alors vous prenez un gars de droite, un gars de gauche, et puis voilà. Et puis moi, pour tout dire, ça m'apporte pas grand-chose, parce que quand je regarde ce genre de choses, parce qu'on sait déjà ce que chacun va dire et va répondre, il n'y en a pas un qui s'écarte de sa ligne, voilà, donc... Et il n'y a pas de débat, puisqu'on va aller plutôt chercher la chaîne ou le journal ou le réseau social qui est d'accord avec soi-même. Donc on va dénoncer les dictatures comme la Chine par exemple, ou peut-être la Russie, parce qu'il y a une presse qui n'est pas libre et que du coup on veut voir qu'une tête. Et finalement, quand on est dans nos démocraties, on essaye de se débarrasser le plus possible des opinions des journaux qui sont pas dans notre sens, pour ne garder que ceux qui vont dans notre sens. Donc en fait, on censure soi-même la diversité d'opinions. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière cette multiplicité de débats, je ne sais pas s'il y a vraiment une diversité de points de vue qui s'exprime. Chacun va plutôt rester quand même dans sa ligne, quoi. Hein. Et alors, en vous traitant de complotiste, j'ai fait ce qu'on appelle, ce que vous appelez, vous, la loi Godwin, ou le point Godwin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point Godwin ? Alors, le point Godwin, donc, c'est d'un sociologue américain qui avait étudié les débats dans les réseaux sociaux, donc il s'appelle Godwin. Son prénom m'échappe là tout de suite, et il avait montré qu'en fait tous les débats sur Internet, au bout d'un moment, il y a toujours un moment où ressort une référence à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc vous savez, typiquement, hein, quand on n'a plus d'arguments, en fait, Schopenhauer en parlait déjà, on commence à se traiter de nazis. Voilà. Alors, comme je le rappelle, c'était en fait un philosophe de l'histoire qui avait déjà sorti ça en 1953 ou 51. Léo Strauss. Léo Strauss, voilà, qui avait écrit une belle histoire de la philosophie politique et qui avait parlé de la reductio ad Hitlerium. Voilà. Alors, c'était une blague, hein, c'était une locution latine pour blaguer. La réduction à Hitler, c'est-à-dire tout ramener à Hitler quand on veut parler du mal, voilà, et effectivement traiter tous les autres de nazis, ce qui évite de discuter. Et là, effectivement, le côté obscur de la condamnation au complotisme, c'est qu'on a l'impression que dès que qu'on refuse le débat, on traite l'autre de complotiste, puisque c'est vrai que sur le papier, dire à l'autre il est complotiste, c'est pas dire vous avez tort, je suis pas d'accord avec vous, c'est vous avez même pas le droit on le discrédite, de poser la question, voilà, donc on le discrédite. C'est l'argument d'autorité à l'envers, c'est ce que font les Américains dans les procès, les avocats, quand ils ont un témoin qui va dire sans doute la vérité, ils vont essayer de discréditer le témoin pour que sa parole n'ait plus aucune valeur. Donc là, en fait, on va traiter l'autre de complotiste. Après, je dis ça, c'est pour... C'est 12 hommes en colère, ça. Voilà, alors c'est un de mes films préférés. Je trouve que il faut absolument le voir. Je crois que ça comment un jury minoritaire arrive à retourner tout le monde. Voilà. Et alors c'est vraiment, alors moi je le montre à mes élèves parce que sur le scepticisme, sur êtes-vous sûr d'avoir raison, sur est-ce qu'on a besoin de preuves, etc. Rien n'est mieux que 12 hommes en colère. Le film de Sidney Lumet était exceptionnel avec Henri Fonda, donc voilà, donc plutôt que de se battre entre est-ce que je suis complotiste ou pas, regardez, allez voir, ça joue au théâtre régulièrement, 12 hommes en colère, comment on déconstruit les certitudes, puisqu'au départ ils sont 11 contre 1, 12 jurys sont d'accord pour envoyer le gamin à la chaise électrique, et lui ils disent il y a plein de preuves, et ils ont entendu plein de preuves, et moi je dis à mes élèves, la plupart des choses dont vous êtes certains, vous avez moins de preuves que ces gens-là, donc on ne peut pas leur reprocher d'être sûr. Ils ont entendu des témoins pendant des semaines, des preuves matérielles, etc. Et donc on ne peut pas leur en vouloir au début des délibérations de dire bah il est coupable, c'est sûr. Et puis au fur et à mesure, l'autre va prendre chaque preuve les unes après les autres en disant bah vous voyez que finalement voilà. Et puis à la fin effectivement c'est bon. Et chacun finit par, je vais pas spoiler l'histoire, ou presque, mais voilà, ils retournent un peu leur veste. Et alors pour déconstruire des certitudes, vaut mieux convaincre ou persuader ? Bonne question. Le moyen le plus efficace, c'est de convaincre, c'est de persuader.
le plus honnête. Pourquoi ? Parce que c'est de convaincre juste sur voilà, alors c'est une distinction qu'on fait un peu en classe de seconde, c'est-à-dire que convaincre, on va utiliser des arguments rationnels, donc des preuves effectivement plus ou moins scientifiques qui se reposent sur l'observation ou le raisonnement. Alors pour la persuasion, on va plutôt se reposer sur les sentiments des autres. Voilà, et voilà, c'est par exemple si je demande à un gamin est-ce que tu préfères aller chez le dentiste ou manger des glaces, je lui dis moi je t'emmène manger des glaces, votez pour moi parce que moi je t'emmène manger des glaces. En fait, celui qui veut l'emmener chez le dentiste, ça va être peut-être plus pour son bien, mais bien sûr, voilà, moi je prendrais ça comme métaphore de la distinction. Voilà, celui qui va convaincre va essayer de t'expliquer que c'est mieux d'aller chez le dentiste, mais ça va être beaucoup plus difficile, mais il a raison dans le fond, alors que celui qui veut juste persuader va dire venez chez nous on rase gratis. Hein. Alors pour toutes celles et tous ceux qui vivent avec un j'ai toujours raison, ou alors qu'un un collègue qui a toujours raison, ou un patron qui a toujours raison, ça c'est encore un peu plus embêtant. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs pour s'en sortir ? Est-ce qu'il y a des techniques ? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, la technique de Socrate, en fait, c'est comme ça c'est de poser des questions à l'autre. Voilà. Alors, la maïotique socratique. Voilà, maïotique socratique. C'est-à-dire, quelqu'un qui est sûr d'avoir raison, et d'autant plus s'il a l'esprit de contradiction, si vous lui opposez des arguments, des preuves ou tout ce que vous voulez, vous allez vous retrouver face à un mur. Hein. Je vous ai dit comme cette fameuse élève qui me dit oui d'accord, mais si je veux penser le contraire. Ce que faisait Socrate, lui, il prétendait être celui qui sait pas et dit puisque toi tu sais, je vais te poser des questions. Voilà. Et en fait, alors évidemment la maïotique, ça demande de savoir où on va et d'avoir l'art de poser les questions, de poser les bonnes questions, pour que l'autre se retrouve face à ses propres contradictions en fait. Alors, relisez d'ailleurs Schopenhauer, il donne aussi quelques techniques pour mettre l'autre face à ses propres contradictions. Voilà. Après, je vous dis, c'est toujours le risque, c'est-à-dire même s'il peut se retrouver face à des contradictions, c'est-à-dire que manifestement son propos tient pas la route parce que lui-même vient de se contredire, on peut se retrouver toujours face à des murs. Ouais, mais quand même, voilà. Donc, à un moment, il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle pour finir par admettre. D'ailleurs, Schopenhauer conclut son bouquin comme ça, en disant la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours parler avec des gens qui sont dignes de le faire, c'est-à-dire qui vont être un peu ouverts d'esprit pour admettre, se remettre en question. Sinon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Lui dit que ça vaut pas le coup. On fuit le combat, c'est ça ? Voilà. Oui, voilà, il dit que ça. D'ailleurs, dans les dialogues c'est intéressant, dans les dialogues de Platon, qui met en scène Socrate, ça se finit souvent comme ça, je sais pas la métaphore là, ça se finit souvent avec l'interlocuteur qui refuse de toute façon de changer d'avis, même si on avait raison. Donc voilà, mais parfois effectivement des gens disent je parle pas avec les imbéciles, ça les instruit, nanana, mais voilà. Mais effectivement, il faut que les deux, quand même, un minimum d'honnêteté intellectuelle. À un moment, on se rend compte que ça vaut plus. Moi, ça a pu m'arriver en cours. Hein, voilà, à un moment, on peut pas. Il y a un mur. Voilà. Bon, on va terminer en citant Oscar Wilde, le numéro 1 de la citation sur Facebook. Ouais. Quand les gens sont d'accord avec moi, j'ai toujours le sentiment que je dois me tromper. Voilà. Tout à fait. Toujours utile, Oscar Wilde. Ah oui, toujours utile. Il a dit sur son lit de mort, ce mur est trop laid, l'un de nous deux doit disparaître. Alors, non, vous dites dans votre livre que c'était peut-être la citation n'était pas exactement celle-là. Donc, vous voyez. La citation anglaise, c'est pour ça que je donne la citation originale en anglais, qui est j'ai engagé une lutte à mort avec ce mur. Voilà. Bien, vous réécoutez l'émission podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.